Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. La première fois que j'ai vu une Citroën CX, ce n'était pas dans un musée, ni sur une carte postale de Paris. C'était derrière un garage de banlieue, un matin d'hiver, quand la lumière est crue et que tout paraît un peu trop vrai. La voiture était là, posée bas, presque collée au sol comme un animal fatigué. Le mécano a tourné la clé, et la CX a commencé à se lever, lentement, majestueusement, comme si elle reprenait vie après avoir feint la mort. Sauf que, juste après ce moment presque magique, il y a eu un bruit sec, un tac métallique, puis une odeur, celle d'un liquide hydraulique. Chaud, un parfum de machine blessée. Sous la voiture, une goutte verte a grossi, a tremblé, puis s'est écrasée sur le béton. Le mécano a juré. Moi j'ai souri, parce que je venais de comprendre deux choses à la fois. Pourquoi cette voiture rend les gens amoureux et pourquoi elle peut les dégoûter un peu. Si vous êtes là pour la Citroën CX, la vraie, la mythique, vous êtes exactement au bon endroit. Et si vous pensez déjà connaître son histoire, attendez. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement l'histoire d'une voiture, c'est l'histoire d'un pays qui voulait rester élégant quand le monde devenait brutal. C'est l'histoire d'un pari technique si audacieux qu'il frôle parfois l'insolence. Et c'est aussi l'histoire d'un objet qui, à force de vous caresser la route comme un tapis volant, peut vous mordre les doigts quand vous ouvrez le capot. On est au début des années 70. La France, comme le reste de l'Europe, avance entre deux humeurs. L'euphorie de la modernité et l'angoisse sourde des crises qui s'annoncent. Les villes gonflent, les autoroutes tracent des cicatrices neuves dans les paysages, et l'automobile n'est plus un jouet. C'est un organe vital. On ne prend pas la route, on la vit. On la subit, parfois. Et on exige de la voiture qu'elle fasse tout. Transporter la famille, avaler des kilomètres, rassurer, impressionner, protéger, consoler. Citroën, à ce moment-là, porte un poids énorme sur ses épaules, celui de sa propre légende. La DS a imposé une idée presque insolente de l'automobile française. La voiture qui flotte, la voiture qui pense différemment, la voiture qui ne copie personne. La DS, c'est un monument. Et un monument, c'est magnifique. Mais c'est lourd à remplacer. Car il ne suffit pas de faire mieux, il faut faire autrement, encore, sans répéter la même magie. Et ça, c'est le genre de défi qui peut tuer une marque, ou la rendre immortelle. La demande, elle, est paradoxale. Le public français veut encore du confort, du style, de la singularité. Il veut cette sensation de salon roulant, cette façon unique d'absorber les bosses, comme si la route avait honte d'exister. Mais il veut aussi plus de rationalité, plus d'économie, plus d'efficacité. Et surtout, une voiture qui a l'air d'appartenir au futur sans ressembler à un caprice. Puis survient la gifle, le choc pétrolier de 1973. D'un coup, l'essence n'est plus un détail. Elle devient une peur. Les fils, les restrictions, les discours alarmants, le quotidien se teinte de tension. Les grandes berlines, on les accuse d'être gourmandes, indécentes. Les constructeurs sentent le sol bouger, les acheteurs aussi. Et Citroën, déjà fragile financièrement, se retrouve au bord d'un ravin où l'on n'entend pas l'écho du fond. C'est là que naît le besoin exact de la CX. Une grande Citroën, oui, mais pas une cathédrale gloutonne. Une routière, mais sculptée par l'air. Une voiture de prestige, mais avec une intelligence presque défensive, comme un aristocrate obligé d'apprendre à compter ses pas. Ce besoin n'est pas seulement économique, il est culturel. La France de l'époque tient à son idée du grand tourisme. Traverser le pays vite, longtemps, sans arriver cassé. Une Renault peut être robuste, une Peugeot peut être rassurante, mais Citroën doit offrir autre chose. Une expérience. Cette sensation que la voiture n'est pas un outil, mais une vision. Et c'est précisément cette vision qui devient une question de survie. Parce que Citroën n'a pas le luxe de se banaliser. Si Citroën devient normale, elle perd sa raison d'être.
Mais si Citroën reste trop excentrique, elle perd ses acheteurs, ses investisseurs, ses alliés. La CX doit donc marcher sur une ligne tendue comme un fil de funambule. Assez audacieuse pour rester Citroën, assez crédible pour convaincre le monde qu'elle est une réponse sérieuse à l'époque. Imaginez la réunion invisible derrière cette décision. Pas une scène romantique, non? Plutôt une pièce où l'on fume trop, où les chiffres font mal, où quelqu'un tapote la table avec un crayon comme si ce bruit pouvait maintenir l'entreprise en vie. Une phrase flotte. Il nous faut une nouvelle grande voiture. Et une autre, plus inquiétante. Et il nous la faut vite. Vite, mais pas à n'importe quel prix. La CX doit remplacer la DS dans l'imaginaire. La voiture du président, du préfet, du médecin de campagne qui fonce de nuit, du cadre supérieur qui traverse l'Hexagone sans se demander si son dos survivra. Elle doit être partout où la France se raconte. Sur les routes nationales, devant les mairies, dans les parkings des hôtels, dans les films, dans les souvenirs. Mais il y a un autre besoin, plus discret, presque cynique, celui de faire oublier les faiblesses d'une époque. Dans les années 70, le monde devient moins stable. L'ordre ancien craque. On veut de la technologie pour se rassurer. Des objets qui donnent l'impression que tout est maîtrisé. Citroën a toujours su jouer ce rôle. Offrir une mécanique qui ressemble à une promesse. Avec la CX, cette promesse doit être tangible, visible, immédiate. Et c'est là qu'intervient un détail qui paraît anodin, mais qui va guider toute sa naissance. La forme. Une grande voiture qui consomme moins, qui file plus facilement, qui fait moins de bruit, qui tient mieux à haute vitesse. Ça commence par l'air, par l'ennemi invisible. Citroën comprend que la prochaine icône ne peut pas être seulement belle. Elle doit être aérodynamique, au point de devenir un argument moral, presque une justification. Je suis grande, oui, mais je ne suis pas stupide. La CX naît donc d'un besoin de contradiction résolue. Rester majestueuse tout en devenant plus fine, plus glissante, plus raisonnable. Et quand on dit raisonnable chez Citroën, ça ne veut pas dire fade. Ça veut dire intelligent jusqu'à l'obsession. Il faut aussi comprendre ce que la France attend d'une voiture culte. Ce n'est pas seulement la performance, ni même la rareté. C'est la capacité à incarner une époque, à être immédiatement reconnaissable, comme une silhouette dans un brouillard. La DS était un choc esthétique. La CX devra être un choc, plus subtil, plus adulte, moins ovni, plus futur naturel, comme si l'avenir avait enfin appris à se tenir correctement. Parce que la France a ce talent étrange, aimer les objets qui ont du caractère, même quand ils sont difficiles, surtout quand ils sont difficiles. Une Citroën doit avoir un petit défaut qui ressemble à une personnalité, une excentricité qui exige de vous une forme de loyauté. La CX va répondre à ça, et c'est presque pervers. Elle va vous séduire en vous faisant croire que vous entrez dans un club, puis elle va vous rappeler de temps en temps que le club a ses règles, et que ces règles sentent parfois l'huile chaude. Le besoin d'une nouvelle grande Citroën, au fond, c'est un besoin de continuité nationale dans un monde qui se standardise. Citroën veut rester un accent français, assumé, presque provocateur. Et la CX va être conçue comme une phrase complète. Pas juste un moyen de transport, mais un discours roulant sur la modernité, la vitesse, le confort, l'élégance et la manière française de refuser la banalité. Mais attention, ce besoin est aussi alimenté par une peur, la peur que Citroën disparaisse, la peur que la France perde une de ses dernières folies industrielles, parce qu'une marque comme Citroën, ce n'est pas seulement des voitures, c'est une manière de dire « nous faisons les choses autrement ». Et au milieu des crises, des fusions, des menaces, cette phrase devient fragile. Alors, quand on dit que la CX est née parce qu'il fallait remplacer la DS, on dit vrai. Mais pas assez. Elle est née parce qu'il fallait sauver une idée, celle d'une automobile française capable d'être à la fois populaire et aristocratique, rationnelle et poétique, confortable et tendue vers le futur. Et maintenant, imaginez l'instant où ce besoin devient un objet, où les croquis cessent d'être des rêves et commencent à devenir des contraintes, où l'on se demande comment faire une voiture qui flotte, sans se noyer, comment faire une silhouette qui fend l'air, sans devenir ridicule, comment faire du prestige,
quand le monde vous crie « économie », c'est là que l'histoire bascule. Parce qu'à partir de ce moment, la CX n'est plus une réponse, elle devient un pari. Un pari qui va se jouer contre le temps, contre l'argent, contre la concurrence et même contre le bon sens. Et si vous avez trouvé le début un peu dérangeant avec cette goutte verte qui tombe, retenez-la, cette image. Elle reviendra. Pas comme un détail mécanique, comme un symbole. La décision est prise, et à partir de là, tout devient dangereux. Parce qu'une grande voiture, ce n'est pas une affiche. C'est une usine qui doit respirer au rythme d'un calendrier, des fournisseurs qui doivent livrer sans trembler, des ingénieurs qui doivent choisir entre le génie et la panne, et une direction qui compte chaque franc comme si c'était une goutte de sang. Dans les couloirs, on ne parle plus seulement de remplaçante, on parle de forme, de traînée, de masse, de coût. On parle aussi d'un mot qui fait peur à tout le monde. Fiabilité. Citroën, à ce moment-là, est une marque qui sait faire rêver, mais qui doit apprendre à rassurer, sans perdre son âme. L'équation est brutale. Si la nouvelle grande Citroën est trop sage, elle n'aura pas de magie. Si elle est trop magique, elle sera ruinée par sa propre complexité. Et c'est là que surgit un personnage clé, comme dans les films où l'on comprend trop tard que l'artiste tient la vie du projet entre ses doigts. Robert Opron. Un designer qui ne dessine pas des voitures comme on dessine des boîtes, mais comme on dessine des silhouettes dans le vent, Opron a déjà prouvé qu'il peut donner à Citroën des lignes qui semblent venir d'un futur cohérent, pas d'un délire. Et pour ce projet, il ne s'agit pas seulement de faire beau, il s'agit de faire inévitable. Une voiture qui, une fois vue, donne l'impression qu'elle a toujours dû exister. Au départ, les premières maquettes ressemblent à des secrets, des formes sous bâche, des volumes en argile dont la surface porte encore les traces de doigts. Comme une peau, les gens passent devant en retenant leur souffle, parce qu'ils savent que si quelqu'un se trompe ici, une seule courbe de trop, c'est des années d'efforts qui deviennent un ridicule public. Le principe directeur devient presque obsessionnel, l'aérodynamique. Pas comme un argument marketing plaqué après coup, mais comme un dogme. On veut une voiture qui glisse, qui coupe l'air avec la même indifférence qu'un couteau chaud coupe le beurre. Le profil s'allonge, le nez s'affine, la ligne de toit descend avec cette élégance de flèche. La CX se construit d'abord comme un mouvement, pas comme un objet. Et puis, il y a la première grande tension, l'héritage technique. Citroën, c'est la suspension hydropneumatique, ce confort irréel, cette capacité à rester à plat comme une table, même quand la route se cabre. On ne peut pas l'abandonner, mais on ne peut plus se permettre qu'elle soit capricieuse, coûteuse, incomprise. Il faut la faire entrer dans une nouvelle ère, plus maîtrisée, plus industrialisable, moins artisanale dans ses humeurs. Dans les ateliers d'ingénierie, on entend des discussions qui ressemblent à des disputes philosophiques. Si on simplifie trop, on perd Citroën. Si on ne simplifie pas, on perd Citroën quand même. Mais autrement. Chaque phrase est un couteau. On teste des combinaisons de matériaux, on ajuste des épaisseurs, on cherche ce point précis où la voiture est assez solide pour la sécurité et assez légère pour l'efficacité. Parce qu'une grande berline ne peut plus être un paquebot. Elle doit être une sorte de grand planeur. Le développement, c'est aussi une guerre silencieuse contre les détails. Des détails qui, sur une voiture aussi complexe, peuvent devenir des catastrophes. Une durite qui vieillit mal, un raccord mal positionné, un accès mécanique trop étroit, et c'est l'enfer dans les concessions. Citroën le sait. Il ne suffit pas que la CX soit extraordinaire sur la route. Il faut qu'elle survive aux mains de milliers de gens qui ne la comprendront pas, qui la maltraiteront, qui oublieront l'entretien, qui feront, comme d'habitude, sur un objet qui n'est justement pas d'habitude. Alors on met en place une stratégie presque paradoxale. Faire une voiture avancée, mais avec une logique plus claire. Une voiture qui semble futuriste, mais où chaque audace a un rôle net. Citroën veut que la CX soit une preuve de sérieux déguisé en œuvre d'art. Et là arrive un premier twist, un de ceux que l'histoire industrielle adore. La marque n'a pas le temps qu'elle voudrait. L'argent manque, la pression monte. Les équipes doivent avancer, alors que l'environnement bouge sous leurs pieds. Le contexte financier et les restructurations qui approchent ne sont pas des rumeurs abstraites. Ce sont des visages tendus, des
Réunions qui s'éternisent, des décisions prises dans l'urgence. La CX naît donc dans un climat où l'on ne peut pas tout se permettre. Certaines idées sont coupées, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont trop coûteuses à rendre fiables. D'autres sont conservées parce qu'elles existent déjà, parce qu'on sait les produire, parce qu'elles peuvent être adaptées, et c'est là que l'on comprend un aspect fascinant. La CX sera un mélange de rêve et de pragmatisme, un animal hybride, mi-audace, mi-survie. Prenons l'intérieur. Citroën a toujours aimé surprendre, et la CX ne fait pas semblant. Le poste de conduite devient une sorte de cockpit. On ne veut pas seulement que le conducteur se sente à l'aise, on veut qu'il se sente pilote. Les commandes se regroupent, les formes enveloppent, comme si la voiture vous prenait par les épaules en disant « Ne t'inquiète pas, je m'occupe du reste ». Mais ce cockpit est aussi un piège, plus c'est original, plus ça divise. Les conservateurs vont grimacer, les amoureux vont adorer. Citroën accepte ce risque parce que la CX doit provoquer une réaction. Une Citroën qui ne provoque rien, c'est un meuble. Et puis, il y a une invention qui ressemble à une scène de science-fiction glissée dans une berline familiale. La direction à assistance a servi. Cette fameuse direction qui se comporte différemment selon la vitesse. À basse vitesse, elle devient légère, presque irréelle. À haute vitesse, elle se durcit, elle se stabilise, comme si une main invisible venait se poser sur le volant pour empêcher le moindre tremblement. Sur le papier, c'est brillant. Confort en ville, sécurité sur autoroute. Dans la réalité, c'est un pari, parce que donner au conducteur une direction trop facile, c'est le déstabiliser. Ça demande un temps d'adaptation. Certains vont dire « on dirait un jeu vidéo ». D'autres vont répondre « non, c'est le futur ». Le futur, justement, n'est pas toujours gentil. Sur les prototypes, on découvre des comportements étranges, des vibrations, des bruits parasites. On corrige, on recommence. Les ingénieurs vivent dans une boucle. Tester, casser, réparer, retester. Et parfois, au petit matin, quand tout le monde est épuisé, la voiture fait un truc parfait. Elle avale une portion d'autoroute comme si elle était sur un rail. Elle reste stable dans un virage qui aurait dû la faire flotter. Elle gomme les raccords de chaussée comme si la route avait été polie pendant la nuit. Et là, dans le silence qui suit, quelqu'un murmure « on l'a ». Mais « on l'a » ne veut pas dire « c'est fini ». Ça veut dire « maintenant, il faut produire ça en série ». Et produire en série, c'est là où les rêves s'étranglent. Car la CX est une grande voiture, et une grande voiture, c'est une somme de compromis. Taille des ouvrants, rigidité de caisse, coût d'emboutissage, chaîne de montage, standardisation des pièces. Plus elle est complexe, plus elle demande de la discipline industrielle. Citroën doit faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait à ce niveau. Dompter sa propre imagination. Deuxième twist. À mesure que le projet avance, il devient évident que la CX n'est pas seulement un nouveau modèle. C'est un test de civilisation interne. Une entreprise doit se regarder dans le miroir et décider si elle est capable de passer du génie artisanal à la sophistication industrielle. Ce n'est pas glamour, c'est violent. On parle de processus, de contrôle, de tolérance. On parle de défauts acceptables, de défauts mortels. On parle de clients qui, eux, ne pardonneront pas. Les essais routiers deviennent une sorte de théâtre nocturne. Des CX camouflés roulent sur des routes secondaires, traversent des pluies froides, montent des cols, descendent des pentes longues où les freins souffrent. On les emmène là où les voitures avouent la vérité. À certains moments, la carrosserie est couverte de boue et de rubans adhésifs, comme un boxeur après un combat. C'est là qu'on voit ce qu'on ne voit jamais dans les brochures. Les mains sales, les yeux cernés, l'odeur de métal chaud, et ce sentiment presque humiliant qu'une machine de plusieurs centaines de kilos peut vous faire perdre votre semaine à cause d'un détail minuscule. Et pourtant, à chaque fois que l'équipe commence à douter, la CX se rappelle à eux par un geste presque insolent. Un confort de limousine, sur une route défoncée, une stabilité à vitesse élevée qui fait taire les critiques, une manière de s'aplatir et de rester posé, qui semble défier la physique. Elle n'est pas juste bonne, elle est différente. Et c'est ce différent qui doit survivre aux contraintes. Le style final se verrouille comme une signature. La voiture a cette allure de goutte étirée,
ce haillon arrière sur certaines versions, cette façon d'être longue sans être lourde. Quand on la voit de profil, on comprend le nom, CX, comme un clin d'œil au coefficient aérodynamique, comme si Citroën disait au monde: on ne vous vend pas seulement une voiture, on vous vend un rapport au vent. Mais derrière cette élégance, il y a une autre vérité. La CX est aussi conçue pour être une plateforme de prestige et de service. Parce que Citroën sait qu'une grande voiture doit avoir des déclinaisons, des versions pour les cadres, pour les administrations, pour les taxis, pour les grands rouleurs, on pense déjà à l'endurance, au kilomètre, à la capacité à devenir une présence quotidienne dans la France réelle. Et puis arrive le moment qui ressemble toujours à une scène de suspense, la pré-série. Les premières voitures qui sortent presque comme les vraies, mais pas tout à fait. C'est là que tout peut s'écrouler. Parce que sur une pré-série, les défauts ne sont plus des hypothèses. Ils sont des objets, des portes qui ferment mal, des ajustements de tableaux de bord, des bruits de mobilier, des fuites, parfois. Et chaque fuite, dans cette voiture, a une dimension symbolique. C'est le futur qui transpire. On corrige encore, on serre, on change un matériau, on modifie un routage de tuyauterie, on ajoute un renfort. Et à chaque correction, quelqu'un fait une grimace, parce que corriger coûte du temps, et le temps coûte de l'argent, et l'argent coûte l'existence. Troisième twist, plus sombre. Pendant que la CX se met au monde, Citroën traverse des changements structurels qui vont transformer son destin. La voiture est prête à apparaître, mais le cadre autour d'elle se recompose. Le projet, en quelque sorte, grandit dans une maison dont les murs bougent. Ça donne à la CX une aura particulière. Elle arrive comme une héroïne au milieu d'un incendie, avec une robe impeccable et des cendres qui tombent du plafond. Et pourtant, au moment où la CX est enfin montrable, quelque chose d'étrange se produit. Le danger devient de la beauté. Parce que la voiture, quand on la voit, ne ressemble pas à une concession au contexte, elle ressemble à une déclaration. Elle ne dit pas « on a fait ce qu'on a pu », elle dit « on a fait ce que vous n'osiez pas imaginer ». Vous imaginez la scène de dévoilement, les projecteurs, les regards, les journalistes qui prennent des notes comme s'ils jaugeaient une nouvelle espèce. Certains s'approchent, touchent la carrosserie, plissent les yeux, cherchent l'erreur. D'autres sourient, parce qu'ils sentent immédiatement la portée. Citroën a remis sur la table une voiture qui n'imite personne. Mais à l'intérieur des équipes, ce n'est pas la victoire. C'est une suspension, une respiration coupée avant le saut, parce que le plus dur arrive. Le monde réel, les acheteurs, les kilomètres, les garages, les routes, les hivers, les mauvais traitements. La CX va devoir prouver que son futur peut vivre dans le présent. Et c'est ici que l'histoire devient encore plus addictive. Parce qu'une voiture comme la CX ne se juge pas au premier regard. Elle se juge à l'usage, à la manière dont elle transforme ceux qui la conduisent. Elle va être adorée, utilisée, parfois mal comprise, parfois encensée, parfois accusée. Elle va devenir un symbole de statut, un outil de travail, un fantasme de vitesse calme. Et surtout, elle va entrer dans la vie des gens avec ce mélange unique d'élégance et de risque. Le genre de mélange qui crée des mythes. Car le vrai test n'est pas « est-ce qu'elle est belle ?» Le vrai test est « est-ce qu'elle s'imprime dans la mémoire au point que, des années plus tard, on en parle encore comme d'une personne ?» Et la CX, elle, s'apprête à faire exactement ça. Le jour où la CX arrive réellement sur la route, il se passe un phénomène étrange. Elle ne débarque pas comme une nouveauté ordinaire. Elle s'installe. Elle prend de la place dans le paysage, comme si les routes françaises avaient attendu sa silhouette depuis longtemps. Et le public, immédiatement, se divise en deux camps qui ne parlent pas la même langue. Il y a ceux qui la regardent et qui disent « c'est trop longue, trop basse, trop Citroën ». Et puis il y a ceux qui, au contraire, ressentent un frisson presque intime. Enfin une voiture qui n'essaie pas d'être tout le monde. Enfin une grande Française qui ne s'excuse pas d'exister. La presse, elle, fait ce que la presse fait toujours. Elle mesure, elle compare, elle teste. Elle regarde les chiffres, mais elle s'accroche aussi à ce que les chiffres ne peuvent pas raconter. Parce qu'une CX, ce n'est pas seulement un ensemble de performances, c'est une sensation, un climat, une façon d'habiter la vitesse. Et très vite, un mot revient dans les bouches.
comme une rumeur qui se solidifie. Confort. Mais pas le confort mou, paresseux. Le confort comme une technologie de l'oubli. Vous montez à bord et, sans vous en rendre compte, la route devient un film silencieux. Les irrégularités disparaissent, les pavés deviennent supportables, les raccords d'autoroute cessent de frapper. Et ce qui choque les gens, parfois, c'est justement ça. Cette absence de violence, la voiture refuse le conflit avec le sol. C'est là que la CX commence à se fabriquer une réputation qui n'est pas qu'un slogan. Celle du tapis volant rationnel. Elle donne au conducteur un pouvoir presque pervers. Celui d'arriver frais après des centaines de kilomètres. Comme si la fatigue avait été confisquée quelque part entre les sphères et les circuits hydrauliques. Mais la célébrité, en France, ne vient pas seulement de la douceur. Elle vient de la présence sociale. Et la CX, très vite, trouve ses scènes. D'abord, elle s'invite dans les administrations, les services, les flottes. On la voit devant les préfectures, devant les hôtels de ville, dans les allées où se garent les voitures qui comptent. Elle devient un marqueur, pas ostentatoire comme une limousine étrangère, pas humble comme une compacte. Elle occupe un territoire français, celui de la distinction technologique. Ensuite, elle trouve un autre royaume, moins élégant, mais beaucoup plus décisif. La route professionnelle. Les taxis, surtout, la regardent comme on regarde un outil potentiellement miraculeux. Parce qu'un taxi, c'est un juge impitoyable. Il ne pardonne ni l'inconfort, ni l'économie fragile, ni la mécanique trop délicate. Et pourtant, la CX entre dans ce monde, pas parce qu'elle est simple, elle ne l'est pas, mais parce qu'elle donne quelque chose que les autres donnent rarement. La capacité à avaler la ville et l'autoroute avec la même sérénité. Imaginez une nuit pluvieuse, Paris ou Lyon, peu importe. Un chauffeur vous ouvre la porte arrière. Vous vous enfoncez dans la banquette. La ville clignote dehors, et dans la voiture, tout devient calme. Vous sentez à peine les plaques d'égout. Vous entendez un moteur lointain. Le chauffeur, lui, a les mains sur un volant qui peut sembler trop léger à basse vitesse. Mais il a apprivoisé la bête. Et il sait que ses clients, eux, sortent souvent en disant « C'était incroyablement doux ». Cette phrase, répétée des milliers de fois, construit plus de réputation qu'une publicité, mais il faut parler du premier choc qui accompagne cette douceur. L'étrangeté. La CX est un animal qui ne se conduit pas comme une berline classique. Elle impose une période d'adaptation. Et c'est là que naît le mythe. Et la méfiance. Twist numéro 1. Certains conducteurs, lors des premiers kilomètres, ont l'impression que la voiture se moque d'eux. Le volant est trop assisté, la suspension trop souple, le comportement trop glissant. Comme si la CX avait un retard d'émotion. Comme si elle disait « Tu crois contrôler ? Attends de comprendre ». Et cette sensation-là, certains la détestent. D'autres, au contraire, deviennent dépendants. Parce que quand vous passez la phase de surprise, la CX vous donne un cadeau rare. La confiance à haute vitesse. Cette stabilité, ce nez qui reste posé, cette impression de cap maintenu comme par un rail invisible, ça transforme l'autoroute en couloir. On raconte souvent que certaines voitures vous encouragent à rouler plus vite. La CX, elle, fait pire. Elle vous fait croire que rouler vite est normal. Et ça, c'est dangereux. Parce que la vitesse ne se sent plus de la même façon. Vous regardez le compteur et vous vous dites « Ah, c'est ce A qui fait partie de sa légende ». Twist numéro 2. La CX devient célèbre aussi à cause de ce qui peut la rendre agaçante. Le système hydraulique, ce cœur brillant, est impact. Quand tout va bien, c'est magique. Quand quelque chose fuit, quand une pièce fatigue, quand l'entretien a été négligé, la magie se transforme en scène moins glamour. Et la voiture, au lieu d'être une déesse du confort, devient une diva capricieuse. C'est là que l'image de la goutte verte revient, comme un refrain. Dans les garages, il y a des histoires de CX qui s'affaissent un matin comme si elles avaient perdu la volonté. Des histoires de propriétaires qui jurent qu'ils ne reviendront jamais, puis reviennent, parce qu'ils n'ont jamais retrouvé cette sensation ailleurs. Des histoires de mécanos qui respectent la CX comme on respecte un instrument complexe. Pas parce qu'il est facile, mais parce qu'il est sérieux. La CX demande de la compétence, elle demande de l'attention, et paradoxalement, c'est ce besoin qui la rend culte. Elle crée une relation, elle transforme le propriétaire en initié.
Et pendant que les particuliers vivent cette relation amour-agacement, la CX prend de l'ampleur sur une autre scène, celle de l'image nationale. On la voit dans les médias, dans les événements officiels, dans les films, dans les reportages. Sa silhouette devient reconnaissable comme un symbole de modernité française. Un objet avancé, élégant, légèrement étrange, donc authentiquement français. Il y a un moment précis où une voiture bascule dans le statut de culte, quand elle n'est plus seulement un produit, mais une présence. Et la CX devient une présence, parce qu'elle incarne une forme de prestige qui ne dépend pas de l'agressivité. Elle n'a pas besoin de crier, elle glisse, elle impose un calme. Elle est l'inverse des voitures qui intimidèrent par la puissance brute. Elle intimide par la maîtrise. Au fil des années, la gamme se nourrit de variations, et la CX commence à couvrir plusieurs mondes. La grande routière familiale, la voiture de cadre, l'outil de représentation, la machine à kilomètres. Elle devient cette Citroën qu'on choisit parfois avec la tête, mais qu'on garde avec le cœur. Et là survient un twist plus humain, plus intime. La CX devient, pour beaucoup, une voiture de mémoire. Parce que ceux qui l'ont connue racontent toujours la même chose. Des trajets, des voyages, des nuits, des retours de vacances, des kilomètres avalés dans le silence, des enfants endormis à l'arrière, des conversations chuchotées, parce que la voiture rend la voix plus douce. La CX n'est pas seulement une voiture, elle devient un décor de vie. Mais le marché, lui, n'est jamais sentimental. Le marché est froid. Et la CX doit affronter la concurrence, les modes, les crises, les évolutions de réglementation, les changements de goût. Dans les années 80, l'automobile se durcit, les voitures deviennent plus carrées, plus germaniques dans leur rigueur. La CX, avec sa fluidité, semble parfois venir d'une autre planète. Elle continue d'être admirée, mais elle doit prouver qu'elle peut rester crédible dans une époque où la technologie devient plus standardisée, où les qualités se mesurent différemment, et pourtant, elle tient. Elle tient parce qu'elle a un avantage étrange. Elle n'a pas été conçue pour suivre une mode. Elle a été conçue pour suivre une idée, et une idée vieillit moins vite qu'un style opportuniste. C'est aussi dans l'exploitation quotidienne que la CX forge sa légende mécanique. Elle devient une voiture que certains utilisent jusqu'à des kilométrages qui feraient peur à d'autres modèles. Pas parce qu'elle est indestructible au sens brut, elle peut être exigeante, mais parce qu'elle est pensée pour la route longue. Elle est faite pour vivre sur l'asphalte, pas pour briller devant un café. Et ça se sent. Les sièges, la position, la stabilité, tout vous dit « continue ». Mais il y a un prix à payer pour cette aptitude. La CX devient célèbre aussi parce qu'elle exige un rituel, un entretien plus conscient, un respect du système hydraulique, une vigilance. Ceux qui l'ignorent la maudissent, ceux qui l'acceptent la défendent comme on défend une philosophie. Dans les forums avant l'heure, dans les discussions de parking, dans les clubs, on s'échange des conseils comme des recettes de famille. Comment écouter la pompe? Comment détecter une faiblesse? Comment choisir la bonne pièce? Comment ne pas paniquer quand la voiture fait quelque chose d'étrange, qui est, en réalité, normal pour une CX? Et là, le mythe prend une forme presque religieuse. La CX a ses fidèles, ses convertis, ses apostates et ses hérétiques. Elle ne laisse pas indifférent, elle crée du récit. Puis vient la célébrité par le contraste. Dans une époque où beaucoup de voitures deviennent interchangeables, la CX reste immédiatement reconnaissable. Sa ligne, son arrière, sa posture basse, elle n'a pas besoin d'un badge. Même de loin, on sait. Et ça, dans la rue, c'est puissant. Parce que les gens associent la silhouette à une époque, à un certain goût, à une certaine France. Et maintenant, imaginez le dernier degré de cette célébrité. Le moment où la CX cesse d'être une voiture de tous les jours pour devenir un symbole nostalgique. Ce moment n'arrive pas d'un coup, il s'insinue. Un jour, vous en voyez moins, puis encore moins, et quand vous en croisez une, votre cerveau fait une chose étrange. Il sourit avant même que vous sachiez pourquoi. Parce que la CX réveille une mémoire collective. Elle rappelle les routes nationales avant les GPS omniprésents, les stations-service d'autoroute avec leurs néons, les voyages où l'on avait encore le temps de rouler longtemps. Mais attention, ce n'est pas la nostalgie qui fait la CX culte, c'est l'empreinte.
La nostalgie vient après. Comme une conséquence, la CX est culte en France parce qu'elle a réussi quelque chose de rare. Être à la fois une voiture de statut et une voiture de kilomètres, une voiture de rêve et une voiture de travail, une voiture qui exige et une voiture qui récompense. Elle a offert aux Français une idée très française du luxe. Le luxe qui se ressent dans le corps, dans la fatigue qui n'arrive pas, dans le silence, dans la stabilité, pas dans la brutalité. Et plus elle vieillissait, plus son étrangeté devenait sa force. Parce que ce qui semblait bizarre en 1975 devient génial, quand on réalise que personne n'ose plus faire ça. La CX finit par représenter une période où l'industrie française avait encore l'audace de produire des machines qui étaient presque des manifestes. Mais il manque encore la dernière pièce du puzzle. Parce qu'une icône ne se juge pas seulement à sa carrière. Elle se juge à ce qu'elle laisse derrière elle, aux idées qu'elle a injectées dans l'industrie, aux obsessions qu'elle a déclenchées, à la trace qu'elle laisse sur les routes et dans la tête des gens. Et c'est là que la CX devient encore plus fascinante. Elle ne se contente pas d'avoir été aimée. Elle a changé la manière dont on pense certaines choses. Le confort, l'aérodynamique, la conduite assistée, la notion même de grande routière française. La question maintenant n'est plus « Pourquoi a-t-elle été célèbre ?» La question est « Qu'est-ce qu'elle a contaminé dans le futur ?» Il y a un moment, dans la vie d'une voiture, où elle cesse d'être un objet du présent et devient un objet du futur, même quand ce futur est déjà passé. C'est exactement ce qui arrive à la CX. À mesure que les années avancent, elle ne se contente plus d'exister comme un modèle au catalogue. Elle agit comme une idée qui refuse de mourir. Et c'est là que son héritage devient presque cruel. Parce que plus on avance dans le temps, plus on réalise à quel point la CX a été une voiture d'avance. Et à quel point cette avance a coûté cher, en argent, en complexité, en réputation parfois. La CX est un peu comme ces inventions géniales qui fascinent tout le monde, mais que peu de gens osent reproduire parce qu'elles demandent trop de courage. Son premier grand legs, le plus évident, c'est cette obsession devenue aujourd'hui banale. L'aérodynamique comme langage de prestige. Avant la CX, beaucoup de grandes berlines étaient encore pensées comme des volumes imposants, des masses rassurantes. La CX, elle, dit autre chose. Je peux être grande sans être brutale. Elle impose l'idée que l'élégance peut être une forme de performance, que la ligne n'est pas seulement esthétique, mais fonctionnelle. Et cette idée, avec le temps, contamine l'industrie entière. Les constructeurs comprennent que le vent est un juge silencieux qui peut faire gagner de la vitesse, de la stabilité, de l'économie et donc de la crédibilité. Mais le plus intéressant, c'est que la CX ne vend pas l'aérodynamique comme une démonstration d'ingénieur froide, elle la vend comme une silhouette, comme une émotion. Elle transforme une équation en désir. Et ça, c'est rare. Beaucoup de marques savent faire des chiffres. Peu savent faire des chiffres qui deviennent un mythe. Deuxième héritage, plus profond, le confort comme technologie active, pas comme simple moelleux de suspension. Avec la CX, Citroën continue une philosophie. Le confort n'est pas un luxe passif, c'est une conquête. La voiture n'est pas juste souple, elle réagit, elle s'ajuste, elle se tient, elle refuse de se laisser dominer par la route. Ce que la CX ancre dans les esprits, c'est l'idée qu'une voiture peut être une sorte de filtre intelligent entre le monde et vous. Aujourd'hui, on parle de suspension pilotée, d'amortissement adaptatif, d'électronique qui anticipe, mais la CX, dans son époque, propose déjà une expérience qui ressemble à ça. Une voiture qui ne se contente pas d'encaisser, mais qui organise votre rapport à la chaussée, et surtout, elle le fait d'une manière tellement particulière que ceux qui y ont goûté décrivent encore la sensation avec des mots de drogue douce, flotter, glisser, suspendu. Troisième héritage, la direction assistée comme instrument psychologique. La CX n'a pas simplement une direction légère, elle a une direction qui change le conducteur. Elle lui demande de se recalibrer. Au début, c'est presque insultant. Vous tournez et la voiture obéit trop vite, trop facilement. Vous avez l'impression que vos mains ne servent plus à grand-chose. Et puis, si vous acceptez, vous découvrez la logique. En ville, elle vous enlève la fatigue. À vitesse élevée,
elle vous protège de vos propres micro-erreurs. Ce n'est pas seulement mécanique, c'est une philosophie. La voiture peut corriger l'humain. C'est un concept qui, des décennies plus tard, devient la base de beaucoup d'assistances modernes. Direction plus ferme à vitesse élevée, système de stabilisation, aides qui rendent la conduite moins épuisante et plus sûre. La CX, sans être numérique au sens moderne, introduit l'idée que la voiture n'est pas seulement une extension de vos muscles. Elle est un partenaire qui modifie vos gestes. Et là, twist, cet héritage est double. Parce que ce qui fait école dans l'industrie, c'est souvent la version domestiquée de l'idée. L'industrie a retenu le principe. Adapter l'assistance, stabiliser, sécuriser, mais elle a rarement osé reprendre le caractère radical. Cette sensation presque extraterrestre, on a gardé l'idée, on a perdu l'audace. Et c'est précisément pour ça que la CX continue de briller. Elle incarne une version non diluée de l'innovation. Quatrième héritage, la notion de grande routière française comme alternative culturelle. Pendant longtemps, le prestige automobile en Europe est souvent associé à la rigueur allemande, à la puissance, à la précision quasi militaire. La CX propose autre chose. Un prestige basé sur la fluidité, sur le confort, sur la capacité à traverser le pays sans violence. Elle construit une identité. Être important ne signifie pas forcément être agressif. On peut être haut de gamme et doux, on peut impressionner sans hurler, et cette identité, en France, touche un air profond parce qu'elle correspond à un certain imaginaire national. Celui du voyage long, du temps, de l'élégance qui ne se décompose pas. La CX devient presque un symbole d'une France qui veut rester raffinée, même quand elle est pressée. Cinquième héritage, plus brutal. La CX comme leçon sur le coup du génie. Car si elle marque autant, c'est aussi parce qu'elle rappelle que l'innovation radicale a un prix. Dans les années qui suivent, on voit l'industrie se refroidir, devenir plus prudente, plus normalisée. Les systèmes exotiques, les solutions trop singulières, les architectures difficiles à entretenir, tout cela recule. Non parce que ce n'est pas bon, mais parce que ce n'est pas rentable à grande échelle ou pas compatible avec une clientèle qui veut du zéro surprise. La CX devient alors une sorte de frontière historique. Un repère qui dit « voilà jusqu'où on osait aller ». Et ce repère nourrit le culte. Parce que le culte naît souvent de ce que le monde n'ose plus reproduire. Mais l'héritage le plus vivant, celui qui vous saute au visage aujourd'hui, quand vous croisez une CX sur une petite route, c'est la communauté. La CX a généré un écosystème. Clubs, passionnés, restaurateurs, spécialistes, collectionneurs, discussions interminables sur les versions, les finitions, les sensations. Et cette communauté n'est pas seulement nostalgique, elle est militante. Parce qu'elle protège une idée, celle que la voiture peut être un objet de personnalité, pas uniquement un outil. Et là, l'histoire prend une tonalité presque dramatique. Parce qu'une CX, aujourd'hui, ce n'est pas juste un achat, c'est un engagement. Elle demande du temps, de l'argent, de la patience. Elle vous rappelle que posséder une icône, ce n'est pas comme posséder un produit moderne. C'est vivre avec un caractère, avec ses beautés et ses défauts. Vous souvenez-vous de la goutte verte du début? Elle revient ici comme une métaphore finale, mais pas comme une morale simpliste. Cette goutte représente ce que la CX a toujours été. Une machine capable du sublime et du désagrément. Un objet qui vous offre un confort presque irréel, mais qui vous rappelle qu'il est vivant, complexe, exigeant. La CX est culte en France précisément parce qu'elle n'est pas parfaite, au sens moderne. Elle est marquante. Elle laisse une trace. Elle force une opinion. Et c'est peut-être ça, le vrai héritage de la CX dans l'industrie. Pas seulement des solutions techniques, pas seulement des lignes aérodynamiques, pas seulement des innovations de conduite, mais une idée plus rare. Oser faire une voiture qui a une signature aussi forte qu'un morceau de musique. Oser fabriquer une grande berline qui ne ressemble pas à un standard international, mais à une phrase en français, avec son accent, ses nuances, ses insolences. Si on la regarde aujourd'hui, on comprend pourquoi elle est devenue culte. La CX est la preuve roulante qu'à une époque, la France a cru qu'une voiture pouvait être une œuvre d'ingénierie et une œuvre de style, une machine de kilomètres,
et une déclaration culturelle. Elle incarne une période où l'automobile n'était pas seulement un marché, mais un théâtre d'idées. Et quand elle passe, même maintenant, elle produit un effet presque physique. Les gens se retournent, pas toujours parce qu'ils la trouvent belle, mais parce qu'ils la reconnaissent. Ils reconnaissent cette silhouette qui vient d'un futur imaginé différemment. Ils reconnaissent la promesse du tapis volant, et ils reconnaissent, au fond, une époque où l'on acceptait qu'un objet vous fasse ressentir trois choses à la fois. La satisfaction d'avoir trouvé quelque chose d'unique, la curiosité de comprendre comment c'est possible, et ce petit malaise délicieux, celui qui naît quand le génie flirte avec la complication. La CX n'a pas seulement roulé sur les routes françaises, elle a roulé dans la tête des gens, et c'est pour ça qu'elle n'a jamais vraiment quitté la France. Elle y reste comme un souvenir qui respire encore, bas sur ses roues, et prête à se lever lentement et à laisser, parfois, une goutte verte sur le béton, juste pour rappeler qu'elle n'a jamais été un simple objet. Elle a toujours été une histoire,